Oussada Hali. Merci infiniment pour ta confiance. Elle me challenge à chaque fois, ça m'honore énormément, ça me fait travailler encore plus et j'aime beaucoup ça. Donc, chers résidents, vous avez beaucoup de chance d'avoir Oussada Hali avec vous. Je vous conseille très vivement de la coller parce que vous avez énormément de choses à apprendre et c'est un véritable puits de science. Donc, je remercie beaucoup. Pour mes collègues de Fès, d'Agadir et de Marrakech, donc Oussada Hali nous a instauré la RCP, qui est donc un moment très important pour nous vendredi matin. Et puis, on a pu faire la semaine dernière, ça vous l'avez su, la première chirurgie de Mos, en tout cas sur Casablanca. Donc, de quoi on va vous parler aujourd'hui? Vu que je n'ai que 20 minutes, je vais vous parler, j'espère correctement, de la prise en charge chirurgicale des carcinomes basocellulaires. Alors, je vais aller à l'essentiel en vous disant que la chirurgie reste le gold standard du traitement donc du carcinome basocellulaire. Quels sont ses objectifs? Eh bien, ils sont triples. Tout d'abord et avant tout, une radicalité carcinologique, mais également un objectif fonctionnel et esthétique, tout particulièrement au niveau de la face. Alors, comment atteindre cet objectif carcinologique? Eh bien, cet objectif carcinologique, bon, ce sont les marges d'exérèse que vous allez prendre, et ces marges d'exérèse, elles sont en fonction du groupe du CBC, du groupe pronostic de CBC qu'on va essayer d'identifier. Comment on opère ces malades? Bon, ça va être une chirurgie standard classique. À ce moment-là, on va voir au cours de la présentation les différents principes. Et comme je disais tout à l'heure, que ce soit au niveau de l'exérèse, mais également au niveau de la reconstruction, il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de particulièrement difficile. Quand on connaît les règles, on va essayer de les voir ensemble. Sinon, la chirurgie micrographique, qui reste dans certains cas une chirurgie idéale. Bonjour, docteur Belloul. Ensuite, pour la reconstruction, donc notamment des carcinomes au niveau de la face, ce qui est idéal, c'est de reconstruire like by like au niveau de la face, c'est-à-dire au niveau de la texture, au niveau de la trophicité, au niveau de la couleur de ce lambeau. Et vous allez voir qu'au niveau de la face, il y a beaucoup de possibilités qui ne sont pas si compliquées que ça. La concertation de plusieurs cerveaux, que ce soit le dermatologue, que ce soit le chirurgien plasticien, l'oncologue et évidemment la napathe, est importante dans le cadre d'une réunion de concertation pluridisciplinaire quand on est face à des carcinomes basocellulaires complexes. Il est très important d'intégrer cette notion, même pour les gens qui sont dans le privé, de concertation pluridisciplinaire pour prendre en charge le malade de façon optimale. Quand on opère un carcinome, il est très important d'avoir un follow-up. Et ce follow-up est fonction de plus ou moins serré ou plus ou moins au cours des années, mais très important, et on verra le rythme de surveillance. En chirurgie, il y a toujours un suivi cicatriciel. C'est la raison pour laquelle il sera corrélé au suivi cardiologique. Évidemment, le meilleur traitement, c'est la prévention. C'est un petit peu le plan que je vous propose. Alors, quels sont ces facteurs pronostiques qui vont vous permettre d'identifier le groupe à risque du carcinome basocellulaire? Tout d'abord, le siège. Le siège, bien sûr, la zone H. Pourquoi la zone H? Parce que c'est une zone de fusion des bourgeons embryonnaires. Et comme c'est une zone de fusion, quand vous avez un carcinome, il va fuser le long du périos, le long du périconde. Il est sournois, il va fuser, d'accord. C'est pour ça que cette zone, elle est dangereuse, cette zone H. Zone à risque intermédiaire, le front, le menton et la joue. Sachez que pour les Américains, dans la littérature anglo-saxonne, la face, c'est déjà un groupe à haut risque. La taille, alors, supérieure à 1 cm, c'est rapide, hein, surtout nos malades ne consultent pas tôt. Supérieure à 1 cm en zone à haut risque, s'il vous plaît, ces facteurs, il faut les connaître parce que les marges de sécurité découlent de ces groupes-là. Inférieur à 1 cm en zone à risque intermédiaire, les formes limitées, bien sûr le sclérodermiforme, les formes primitives ou récurrentes, et bien sûr les types histologiques, le sclérodermiforme, l'infiltrant ou le métatypique, entre autres. Ici, je vous ai mis que vous connaissez tous bien sûr, la zone H, et retenez que c'est exactement comme ça, c'est qu'il y a une extension infraclinique, vous ne le voyez pas en iceberg, qui est anarchique le long du cartilage du périos entre ces plans de fusion, et c'est souvent des malades qui ont à l'histologie un engagement périnerveux. Alors ici, ce sont les groupes à risque, on va passer parce que, faute de temps, pour que je vous explique un petit peu tout.
Quelles sont les marges à avoir? Les marges à avoir pour les CBC à haut risque, une marge de 3 à 4 mm. La mienne, je te donne la présentation, il n'y a aucun souci. Pour La générosité à au summum. La mienne, c'est en plus une grande chirurgienne. Oui. Les carcinomes à risque intermédiaire, la marge va au-delà de 4 mm. Et pour les à haut risque, toujours décision en consultation pluridisciplinaire, avec des marges qui vont de 5 à 15 mm. C'est énorme au niveau de la face. Mais s'il vous plaît, en chirurgie standard, s'il vous plaît, les marges sont très importantes à respecter. Tout chirurgien que je suis, si je n'ai pas les marges correctes à la nappate, je reprends mon malade. Alors, donc je vais passer ça pour... Quand est-ce qu'il faut faire une biopsie? Alors, s'il vous plaît, quand vous pouvez faire une biopsie exérèse, ne faites pas de biopsie, ça ne sert à rien. Vous allez passer en marge tumorale et vous allez compliquer la vie de votre patient. Sauf les CBC en de grande taille où on va avoir une chirurgie un petit peu difficile, en haut risque, quand on a un doute diagnostique. Pour ma part, quand vous allez utiliser une autre technique, et je pense que Stella va expliquer, peut-être la biopsie est intéressante, et pour préciser le sous-type du carcinome basocellulaire. 3 objectifs, toujours, particulièrement au niveau de la face. Quand vous avez un bistouri dans la main, il faut toujours penser, bien sûr, carcinologie, mais toujours fonctionnel et esthétique. Très important. Alors, nous, on a pour principe, et c'est logique, d'avoir un consentement. Ça, c'est le consentement de la Société française de chirurgie plastique. Il ne faut pas dire nos patients, ils ne comprennent pas, ils comprennent tout. Dès qu'on met le bistouri, il va avoir peur, etc. Donc, il faut expliquer ce que vous allez faire, les différentes étapes. Quand on se met à la place du malade, on se rend bien compte, quand il va avoir un pansement, d'autant plus que quand on attend la nappate, faire après la reconstruction, il peut avoir peur. Donc, pour ma part, quel que soit le niveau culturel, on explique en arabe, on explique les différentes étapes, ça les accompagne et je pense que ça peut être très intéressant. Quels sont les principes de la chirurgie des tumeurs cutanées? Un appareil photo obligatoire, prenez des photos. Les résidents tout jeunes, je vous explique que quand on prend des photos, ça vous permet chez vous de revoir la séquence. Quand on regarde une photo, on se rend compte qu'il y a plein de détails qu'on n'a pas vus. Et surtout pour les gens qui aiment la chirurgie, c'est capital de revoir nos photos. Quand on analyse tranquillement et doucement, en tête reposée, on voit qu'il y a beaucoup de détails qu'on n'a pas vus. Donc un bon appareil photo. Ensuite, il faut avoir un bon matériel. Pour faire de la chirurgie fine, il faut un bon matériel, notamment des crochets de Gillis, etc. Toujours dessiner, antérieurement, mais il faut que vous ayez un dermographe et évidemment la règle pour mettre les marges de sécurité. Alors, non seulement des marges qui sont complètes, mais suffisantes, et je vais vous dire ce que ça veut dire. Alors, qui dit chirurgie, notamment de la face, il faut être très fin. D'accord, il faut être très fin. Vous allez voir, moi je dis toujours que la photo ressemble à l'opérateur. Il ne faut pas qu'il y ait de sang sur la photo, il faut qu'elle soit clean. Si la photo est clean, vous êtes clean vous aussi. Toujours une pièce. Donc on dessine, ça c'est pour vous dire en différentes étapes, XRF, on oriente toujours la pièce. D'accord, ok, pour ne pas avoir d'aléas. D'accord, ok. Alors, exérèse chirurgicale complète et suivant toutes les photos, c'est la même chose parce qu'on a des règles. Mettez-vous des règles parce que quand vous mettez les règles, après ça devient beaucoup plus facile. Alors, encore une fois, je dis exérèse complète. Je vous l'ai répété 3 fois, s'il vous plaît, parce que la dernière fois, notamment à la journée de la semaine dernière, à un moment, il y a Oustad Anonissi qui a posé une question qui était très pertinente, si je n'ai pas les marges nécessaires, et un des chirurgiens lui a dit, bon, c'est pas grave, il ne faut pas le lire. C'est quelque chose qui m'a horrifiée, parce que pour un jeune résident qui entend ça, ou pour quelqu'un qui va aller en privé parce qu'il a peur de fermer, il a peur d'avoir un trou, là, je laisse un trou. Mais au moins, vu le risque de récurrence, et je vais vous montrer une photo, c'est très sournois, donc des marges qui sont complètes et qui sont suffisantes. Alors, histologie évidemment systématique, une pièce orientée si vous voulez que votre anapathe soit votre copain, il faut lui expliquer, il m'arrive d'envoyer la photo, d'accord, ok, parce que l'anapathe c'est la clé. C'est la clé, notamment, vous le savez très bien, dans la chirurgie de Mohs, quand on devient chirurgien de Mohs, c'est nous-mêmes qui disons là. Et je vous encourage, jeunes résidents, à aller regarder en anapathe parce qu'on a une vision microscopique de ce qu'on fait en macro. Alors, bien sûr, confier à un laboratoire spécialisé qui sait lire dans les tumeurs cutanées. Et nous, on a Oustad Anonissi, Faïda, qui est juste exceptionnel. Alors, le compte rendu à anapathe, comme vous avez dit déjà il y a 2 ans, Oustad Hali, qui m'a dit tout le temps, il faut lire le compte rendu à anapathe, il faut le lire.
Le lire d'abord parce que voilà, on a une vision micro et puis surtout parce que on sait ce qu'on a fait. La taille, l'orientation, d'accord, bien sûr, les lésions visibles, le type et le sous-type du carcinome, la qualité de l'exérèse latérale en profondeur, les limites également tumorales de la tumeur ou en tissu sain. Reprise en cas des marges histologiques insuffisantes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour moi, c'est très important. Alors, pour les gens qui aiment la chirurgie, qui se disent super, on va faire des lambeaux magnifiques. Denis Salomon, hier, me disait, enfin, la semaine dernière, me disait que voilà, il y a des gens qui aiment beaucoup et qui vont, ils aiment des lambeaux tout de suite. S'il vous plaît, un lambeau, on le fait une fois. La deuxième fois, c'est pas possible si vous êtes en zone tumorale. Pourquoi? Ben voilà exactement une photo que j'ai reprise, que vous a montré Denis Salomon la semaine dernière. C'est que si vous prenez un lambeau et que vous laissez de la tumeur, ben vous allez avoir 2 autres où il y aura de la tumeur. Et ça, il faut le retenir, s'il vous plaît. Ça coûte rien. C'est surtout pour les gens qui vont être dans le privé. Dans l'hôpital, on a je ne vais pas dire le loisir, mais voilà, d'avoir un petit peu de temps et puis pas d'autres contraintes. Mais même en privé, c'est la même chose, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est important. Cette photo, je l'adore parce qu'elle sort de Harvard. Elle est magnifique, cette photo, parce qu'elle montre très bien. Vous savez, quand on n'a pas de classique, eh bien, on analyse pas 100% de la pièce, mais uniquement 1% de la pièce. D'accord? Il suffit qu'il coupe en haut, en bas, latéral, et il va vous dire que vous êtes en tissu sain. Alors, vous n'êtes pas en tissu sain. C'est expliqué. Alors, pour nous opère correctement les malades, c'est ça où on voit les récurrences. D'accord? Et c'est là où on va introduire une autre forme de chirurgie, qui est la chirurgie micrographique. Pourquoi? Parce qu'elle, au contraire, elle a limé 100% de la pièce. Et il m'arrive des fois où on me dit je suis saine et je doute. Surtout quand on a un sclérodermiforme, il faut rester extrêmement concentré et clinicien pour voir si c'est OK ou pas. Risque de faux négatif. C'est vrai, ça, c'est vrai. Alors, chirurgie micrographique, alors quand on compare les récurrences dans la chirurgie micrographique ou la chirurgie classique, vous voyez les chiffres, 4,4%, même dans le MOS, il y a des récidives. J'ai compris la semaine dernière pourquoi. Parce qu'il y a bien sûr plusieurs façons de faire un MOS, mais même dans les MOS, la façon dont ils coupent, la façon dont ils n'analysent pas non plus 100%. Pourquoi? Parce que c'est très chronophage. Et donc, j'ai compris pourquoi, parce que je me disais, mais mince, si on fait 100%, comment je peux avoir une récidive? Voilà, 12,2 en chirurgie classique. Dans les CBC récurrents, c'est 3 notes contre 13,5. Excusez-moi si je vais vite, mais c'est juste le temps. Pourquoi MOS? Parce que j'ai un caractère complet. Alors, parce que j'ai une forme d'épargne tissulaire, ça c'est vrai. D'accord? C'est vrai. Parce que, voilà, au lieu de prendre 1 cm, on comprend très bien, il nous l'a très bien expliqué, si la tumeur est là, vu qu'il y a un repérage topographique, eh bien, au lieu de prendre, par exemple, 1 cm là et 2 mm là, donc c'est logique qu'il y ait une forme d'épargne tissulaire, et puis la reconstruction immédiate est rendue possible. Là, je vais passer, ça c'est un petit peu, je vais juste aller vers le premier cas qu'on a fait nous. Alors, c'est génial, la chirurgie de MOS. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est juste génial. Il ne faut pas que ça bug. Alors, ça, c'est un cas de Denis Salomon. Après, je vais vous montrer le nôtre. Voilà. Donc, il a un CBC donc, du dorsum nasal, d'accord? Une deuxième lésion un petit peu plus haut. Il fait son exérèse. Il colore. Il y a beaucoup de façons pour faire le MOS. Hein. Beaucoup de façons de coupe. Il ressemble les différents niveaux d'incision. On compare souvent ça à des gâteaux. Technique Muffin, technique du gâteau. François Habib fait une technique en spaghetti que je vais vous montrer. Et voilà, analyse. Et puis après, quand ces marches sont saines, une reconstruction immédiate avec un joli résultat. Ça c'est notre premier cas. Notre premier cas juste avant la journée donc, au dermato. Donc ce monsieur qui a de multiples passoires. Alors ce monsieur, Lafouzier, il a été opéré 1 mois avant par une plasticienne dans un autre service pour cette lésion de frontale. La frontale. Ah, frontale. La frontale. En fait, la frontale, elle est passée en plein dedans. Et c'est là où je te demande de regarder, parce que bon, après, on en discutera. Donc, il a 2 lésions au niveau du nom, il a cet aspect du sclérodermiforme qu'on a dessiné donc, au niveau du nez, et puis il a un bason nodulaire au-dessus. Donc, il a plusieurs lésions, il a 84 ans, et donc Denis Salomon a choisi de faire celui-là. Je pense que c'est une histoire de temps. C'est peut-être pas celui que j'aurais choisi pour traiter, parce que moi, j'aurais coupé l'anglais, j'aurais peut-être gagné du temps. Alors lui, la dermoscopie, oui, mais il a une loupe polarisée. C'est vrai qu'on voit très bien avec. C'est pour ça que je vous l'ai mis en haut. Il a une loupe polarisée pour voir ses limites. Et il a un appareil photo qui n'est pas un truc génialissime,
Mais il prend la photo puis il agrandit. Et c'est là où il met ses limites. Il explique qu'au dermoscope, on écrase la pièce et que quand on les lève, on perd les limites. Je vous transmets ce qu'il nous a dit. Donc ça, c'est pas ma photo, parce que ça, j'aime pas ça, il y a beaucoup de rouge, j'aime pas, mais bon, c'est pas ma photo, hein, désolé, même l'installation et tout, mais on respecte tout. Donc il a enlevé juste cette lésion-là. Il a enlevé celle-là, alors qu'il a entouré les deux. Bon, après, hein, quand on est devant tout le monde et tout, c'est un peu compliqué. Il a enlevé cette lésion, il coupe pour le repérage. On utilise nos petites couleurs, l'ami à l'artiste, on utilise nos petites couleurs. Et en fait, c'est vraiment un repérage topographique au niveau des voies 4 quarts. Il y a 4 couleurs. Et puis, donc c'est Nordine qui est son technicien, donc il reporte tout sur le papier. On met de la colle, on colore tout, et puis on va passer dans le cryotone. Ça, c'est celui qui filmait. Donc ensuite, voilà ce que ça donne. On passe dans le cryotome ou le cryostat et puis on commence à faire des coupes tous les 100 microns. En fait, voilà, lui il est magnifique, puis on colore la pièce et puis on voit magnifiquement bien. Et puis ensuite, les lames sont transmises à, c'était à Ferida Magnési, mais même Denis sait parfaitement lire. D'accord, ok. Vous voyez le nombre de coupes qu'on a fait chez ce patient. L'analyse première a montré qu'il était au ras de la pièce et donc on a repris le patient. Alors il a repris, à ce moment-là, il a repris les deux, d'accord, les deuxièmes coupes. Et ça, moi qui vous montre que je sais lire, alors que je ne sais rien lire du tout. D'accord, ok, mais j'aimerais bien apprendre. Donc voilà. Ma réflexion par rapport à ce cas, honnêtement, bof. Pourquoi? Parce que j'aurais coupé l'anglais, j'aurais peut-être gagné plus de temps. Mais je pense que cette lésion était un peu compliquée à reconstruire tout de suite, c'est pour ça qu'il ne l'a pas fait. Hein. Mais en tout cas, c'était un échange extraordinaire. Les indications de la chirurgie de Mohs, bon, je vais vous mettre les guidelines si j'ai le temps à la fin de la NCCN 2023, mais c'est surtout les périorificiels, la zone H, en fait les à haut risque. Les à haut risque, d'accord. Et voilà. Ensuite, donc ça c'est le tableau comparatif, on arrive à la reconstruction, celle qui peut peut-être vous faire peur. Elle ne doit pas. Elle doit pas. C'est vraiment, j'espère que j'aurai le temps de. C'est vraiment cette présentation pour vous démystifier. Il n'y a pas le plasticien qui sait faire des lambeaux. On peut tous les faire si on connaît les règles. La reconstruction doit préserver la fonction, minimiser les séquelles esthétiques et bien sûr pour éviter, il y a déjà un handicap du cancer, éviter un handicap psychologique et professionnel. Alors qu'est-ce qu'on a comme méthode? On raisonne toujours du plus simple au plus compliqué. Le plus simple, c'est quoi? C'est la suture directe, la cicatrisation dirigée, qui donne d'excellents résultats, notamment au niveau de la région cancale, au région du nez, au niveau de l'oreille, quelquefois. La nature fait très très bien les choses. La greffe cutanée, oui, non. Je vais vous montrer un cas, mais bof. Pourquoi bof? Parce que la greffe, il ne faut pas que ça fasse un effet patch. D'accord? Et ça, c'est pas beau, un effet patch. Hein. Les lambeaux locaux que je vais vous montrer que vous pouvez faire, les lambeaux locaux régionaux et enfin les lambeaux locaux. Alors, quelles sont les règles? Toujours choisir la méthode la plus simple. Toujours, ça c'est le plasticien harami. Harami, ça veut dire quoi? Mais c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi? Parce que tu choisis toujours la méthode. Il faut toujours avoir plan A, plan B. D'accord, ok? Tant qu'à faire se peut, autant choisir la méthode la plus simple. C'est comme ça, en fait, comme on a l'habitude de gérer le capital cutané avec les brûlés. Gérer le capital cutané, c'est dire je peux faire ça, mais je peux faire aussi ça. Très bien. Reconstruction like by like, au niveau de la texture, au niveau de la couleur, au niveau de la trophicité, au niveau de la face, c'est top. Alors, au niveau de la face, vous avez quelque chose de génial, c'est la vascularisation cutanée. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet de faire des lambeaux longueur, largeur supérieure à 3. Ailleurs, c'est 1,5. Vous allez voir que ceux qui sont forts en géométrie arriveront à faire de jolis lambeaux. C'est tout simplement des règles géométriques, bien sûr à la connaissance de l'anatomie vasculaire, qui va vous permettre de faire de jolis lambeaux. Respectez les sous-unités esthétiques. Pourquoi? Parce que quand vous croisez deux unités esthétiques, ça, la cicatrice va se voir. Et toujours utiliser les lignes de moindre tension, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et là, Lamia, ça va te parler. Lamia, notre artiste, elle a dans son bureau une très très jolie tableau où elle a dessiné toute jeune, je pense que j'étais toute jeune, et elle a dessiné. Mais je trouve ça génial. Tu sais, je me suis dit, je vais le dire pourquoi? Parce que, écoute, apprenez à dessiner. Apprenez à dessiner. Hein. Il y en a qui ne savent pas dessiner. Tout le monde, voilà. Apprenez à dessiner. Bon, on ne sera jamais comme Lamia. Mais en fait, là, mais ce qui est génial, c'est que quand on veut faire de la chirurgie, il faut dessiner. Il faut dessiner. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de la face. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre à faire des fuseaux, vous allez apprendre à faire des ellipses, vous allez apprendre, et puis surtout, vous allez savoir où les placer. Ce n'est pas compliqué. Ensuite, ça, c'est les sous-unités esthétiques. Là, il faut connaître parce que l'unité palpébrale, l'unité nasale, etc., on pourra le revoir après.
Les différentes méthodes, la cicatrisation dirigée, vous pouvez retenir la région cancale, ça marche très bien. La suture directe, ok, respectez les lignes de tension, voilà, quand c'est joliment fait, c'est correct, suture directe, suture directe. Ça, ce cas, il est très joli, il est simple. Ça, c'est dans le cadre d'un certain nombre de Gorlin que je vais vous montrer. Il est simple, voilà. La greffe, bof. Ça, c'est une hémi-unité labiale, bof. J'aime bof, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Si vous utilisez une greffe par mois, il ne faut pas utiliser une peau fine, il faut utiliser une peau totale parce que ça rétracte, d'accord? Voilà, ou la prendre si vous êtes coincé. Moi, je vous ai montré la région, c'est la région la plus proche. La région rétro-auriculaire aussi est une région intéressante à utiliser. Les lambeaux locaux, très utiles, d'accord? Encore une fois, rien de mystique. C'est simple, c'est reproductible et c'est fiable. Les lambeaux sont souvent des lambeaux dits au hasard, c'est-à-dire qu'ils vivent sur la vascularisation dermique et sous-dermique, d'accord? Rapport longueur sur largeur égale à 3, d'accord? Mobilisation, c'est soit un avancement, soit une rotation, soit une transposition. Et franchement, c'est facile. Ok, est-ce que tu es toi ici? Voilà. Ok, lambeaux régionaux. Alors pour les plus forts, rien de difficile. Vous pouvez apprendre à faire un lambeau médio-frontal, qui est pour moi un des plus jolis lambeaux, qui est très plastique. Je vais vous montrer des cas. Plexus dermique et sous-dermique. Bon, là, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais il faut connaître la vascularisation. En chirurgie, il faut connaître l'anatomie. Il faut connaître parfaitement l'anatomie. Une fois que vous connaissez votre anatomie, ça devient plus simple. Il y a des zones de réserve tissulaire au niveau de la face, notamment le front. C'est pour faire le lambeau médio-frontal, la région cervicale et bien sûr le sillon nasogénien. Ici, je vais vous montrer un lambeau donc, au niveau du nez, qui est un très joli. En fait, c'est juste pour vous montrer un peu les différents lambeaux au niveau du nez, pour vous montrer les zones de réserve tissulaire dans la vraie vie. Le nez, le sillon nasogénien avec un lambeau nasogénien à pédicule supérieure, et puis la région cervicale. Il ne faut pas se dire qu'il y a des grands décollements, c'est difficile. Rien n'est difficile quand on connaît l'anatomie. L'aplasie en H, très intéressante au niveau du front. Quand vous excisez les petits triangles latéraux, ça vous permet d'avancer encore plus, ça marche bien au niveau du front. Voilà. Alors, il faut savoir qu'une fois que vous allez apprendre à faire ces lambeaux, vous allez voir que ça va venir à votre préférence. Je peux faire une plastière en LLA, je peux faire d'autres choses. Faites bien plusieurs H, plusieurs, etc. Et vous allez vous-même dire, là ça marche mieux, là ça marche mieux. Lambeau d'avancement au niveau de la paupière, on joint l'utile à l'agréable. Elle avait de l'excédent cutacé, on a fait un lambeau musculo-cutané sur l'orbiculaire et ça permet d'avoir ce joli résultat. Le nasogénien, ça c'est un lambeau qui est génial, qu'on appelle le Keystone Flat. Je vous l'ai montré la semaine dernière, on pourra en discuter après. C'est un lambeau qu'affectionnent beaucoup les Américains et il est simple à faire. Alors voilà, il y a plein de façons de... On peut le mettre partout, le keystone. Si vous voulez, après, je vous explique. Voilà un keystone au niveau de la joue. Pardon. Voilà, rapidement, un keystone encore au niveau de la joue. Lissé, ça marche très bien. On utilise beaucoup le I et le C. C'est un lambeau de transposition qui peut être uni ou bilobé. Vous allez voir ce que je te disais pour le nez. Voilà, un lissé à ce niveau-là au niveau de la joue. Le résultat est pas mal. Il y a toujours des petites retouches, mais c'est pas grave. Ça, c'est un lambeau génial. C'est un lambeau bilobé qui est excellent. On pourra le dessiner après ensemble. Ça marche très bien sur le nez. Voilà un autre cas. Voilà le résultat. Après, on a des petites retouches dans le temps. Ça se laissez faire. La cicatrisation va en cours. L'aplasie en LLL aussi qui donne de jolis résultats. Lambeau de rotation, c'est sur la joue. C'est ce qu'on appelle le lambeau de mustardé. La joue, bon, il y a des grands décollements à faire. Donc, au niveau du nez, lambeau d'avancement en rotation. Ça, c'est un lambeau génial et qui est très, très plastique. J'adore ce lambeau, c'est le lambeau médio-frontal qui vise sur donc, la frontale interne, d'accord? Alors, hier, on vous expliquait, attention, quand il faisait le botox, attention, le pédicule, machin. Quand on le connaît, on l'évite. Quand je ne connais pas, évidemment, je vais avoir la trouille. Et quand je le connais, je vous invite pour les gens de Casa, d'accord, ok? On va le repérer, on va le dessiner. Les bouquins d'anatomie, ça existe. Quand je connais, eh bien, j'ai moins peur. Lambeau frontal, d'accord, qui est un lambeau, vraiment un lambeau extraordinaire pour nous. Regardez ce cas, je l'adore ce cas. Ça, c'est une dame qui a donc la sclérodermiforme et qui a, en France, ils ont indiqué à Marseille vu l'âge, ils ont indiqué juste une absence de chirurgie, juste un traitement local. Et elle a voulu se faire opérer, c'était un très très gros challenge pour moi, vu l'âge et tout, et je trouve qu'elle a vraiment un joli résultat. C'est affreux au début, mais tant qu'il est vivant, c'est step by step. Et il est ce qu'on appelle, nous, très plastique, je trouve. Il est mieux que son nez d'avant.
Voilà, encore un autre cas de mes deux frontales. Ici, c'est juste pour vous donner, vous pouvez prendre si vous voulez la photo, c'est juste pour chaque région vous dire un petit peu tout ce qu'on peut faire. Voilà, rapidos. J'arrive rapidement, j'ai fini ma grande. CBC complexe, l'XP, ok, là on l'a opéré rapidement, je vais aller rapidement. Suivi carcinologique, toujours, attention, nos patients ne reviennent pas, attention, suivi carcinologique, s'il vous plaît, cicatriciel, toujours pour les cicatrices, la prévention. Bon, je vais passer sur les guides et juste vous donner les messages à retenir, excusez-moi. Identifier les facteurs à risque pour classer, avoir au moins avec GRS. Si vous aimez l'histologie, onco, donc quand on opère, c'est bien de voir en microscopie, jamais de reconstruction. On essaiera de développer tous ensemble la chirurgie de Mohs. La reconstruction live by live pour les lambeaux, d'accord, toujours plan A, plan B, c'est-à-dire celui qui a la moindre tension cicatricielle. Une surveillance précise donc de votre suivi carcinologique et bien sûr cicatriciel. Et le meilleur traitement reste la prévention. Voilà le temps.